All right. Welcome back for the afternoon of day 2 of CES. We're going to have something special right now. Because you may have noticed there's so many French startups out there. We're bringing someone really important from France who is going to come on stage in a minute. He's been the Prime Minister of France between 2007 and 2012. He recently won the primary election for the Conservative Party in France and is now running for president. So it's my pleasure to welcome on stage François Fillon. And we're going to do the interview in French, just because we're going to go very deep on the program, actually. François Fillon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais il y a quelques jours, quand j'ai appris votre visite au CES, j'ai été très surpris. Avez-vous un message à faire passer à la communauté startup ? Bien sûr que j'ai un message à faire passer à la communauté start-up. Le premier message que je veux lui faire passer, c'est que la révolution numérique, c'est pour moi la clé de la croissance et du maintien de la France en tant que grande puissance économique dans le monde. Et le deuxième message que je veux lui faire passer, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir pour des start-up françaises dans un pays qui a 6 millions de chômeurs, qui a 57% de dépenses publiques et qui a le record du monde des impôts. Et donc, bien sûr, la révolution numérique est fondamentale, mais elle ne peut se développer que sur une base assainie, sur une économie assainie. Et c'est le message que je porte ici, mais surtout dans l'élection en France. Alors, on va rentrer dans les sujets techniques dans une minute. Mais avant, je suis sûr que beaucoup d'entre nous aimeraient savoir si vous êtes un geek, un vrai geek. Est-ce que vous utilisez Uber, par exemple ? Bien sûr que j'utilise Uber. Alors, je l'utilise naturellement uniquement quand je suis en dehors de France. D'accord. Voilà. En France, vous avez un chauffeur, j'imagine. Voilà. D'accord. Vous utilisez Deliveroo peut-être pour vous faire livrer Deliveroo pour vous faire livrer des repas ? J'utilise Deliveroo, je commande mes livres sur Amazon, je commande mes ordinateurs sur l'Apple Store. Et peut-être des covoiturages Blablacar Non, ça pas, non, pas mes enfants. Donc on vous a vu hier déambuler dans les allées du CES. Je suis sûr que vous avez rencontré plein d'entrepreneurs, certains doivent être juste ici. Quelles sont certaines des startups que vous avez particulièrement appréciées ? D'abord, j'ai été très impressionné par le niveau de maturité de toutes les technologies qui vont conduire aux véhicules automatiques, aux véhicules autonomes. Et je pense que c'est vraiment je veux dire, au milieu de toutes les révolutions qui sont en germe ici, c'est celle qui est sans doute la plus mûre pour moi en termes de conséquences sur l'économie et sur le fonctionnement de nos sociétés. J'ai vu une toute petite, enfin c'est pas une petite start-up, mais une start-up qui s'appelle School, qui met en œuvre des contenus éducatifs sur des tablettes dédiées et qui m'a paru être vraiment quelque chose de remarquable. Vous êtes le candidat de la droite et du centre. Les électeurs de la droite et du centre s'attendent souvent à des cadeaux fiscaux en faveur des entreprises notamment. Est-ce que vous pensez, après la série de cadeaux fiscaux en destination des entreprises de François Hollande, que l'on peut aller plus loin encore ? C'est juste une grosse arnaque, les cadeaux fiscaux de François Hollande, puisque ça a consisté à augmenter beaucoup les impôts en arrivant, puis ensuite à en rendre un tout petit peu sous forme de cette formule que vous utilisez, mais qui est une formule qui me hérisse de cadeaux fiscaux. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment donner aux entreprises françaises les moyens de se développer. Et pour leur donner les moyens de se développer, il faut leur mettre un niveau de fiscalité qui soit comparable à celui des principaux pays avec lesquels on est en compétition, au moins des grands pays européens. Donc ce n'est pas des cadeaux fiscaux. Ce qu'il faut faire, c'est rendre aux entreprises une partie de leurs résultats pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles puissent se développer, pour qu'elles puissent faire de la recherche. Et moi, ce que je veux, c'est rendre aux entreprises plus de 60 milliards de charges, d'impôts, qui sont aujourd'hui injustement payés par ces entreprises. Ça représente combien ? 3 points de PIB, quelque chose comme ça ? À peu près. Et je l'ajoute à ce que François Hollande a fait, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le CICE, qui est un mécanique très compliqué qui permet de rendre aux entreprises une partie des impôts qu'elles ont payés. Moi, je mets tout ça dans un seul système et je baisse les charges de façon horizontale pour toutes les entreprises. Voilà. Parce que je pense qu'en plus, il faut que les systèmes fiscaux soient simples,
qui soit simple, qui soit stable. Et grosso modo, l'objectif, c'est être au même niveau que nos voisins allemands ou que nos voisins britanniques, puisque ce sont nos compétiteurs naturels. Ça tombe bien que vous parliez de systèmes fiscaux simples, parce qu'un des piliers aussi consisterait à supprimer l'ISF. Or, l'ISF, c'est quand même un mécanisme important pour les business angels en France, qui investissent souvent pour réduire leur exposition à l'ISF. Qu'est-ce que vous allez faire pour compenser? Alors, là aussi, pardon, mais on a l'impression de marcher sur la tête en entendant la question que vous posez. On a un système en France qui prive les entreprises d'argent, ça s'appelle l'ISF, ça consiste à prendre un maximum d'argent à ceux qui ont du patrimoine et qui pourraient investir dans l'économie. On a mis en place un système qui permet de réduire un peu son ISF en investissant dans les entreprises. Et on nous dit maintenant qu'il ne faudrait pas supprimer l'ISF pour maintenir cet avantage. Mais si on supprime l'ISF, un grand nombre de Français auront des capacités pour investir dans l'économie parce qu'ils paieront moins d'impôts. Voilà. J'ajoute que moi je propose, pour assurer la transition, de mettre en place un système qui est exactement celui qui existe en Grande-Bretagne, qui permet de déduire de l'impôt sur le revenu, cette fois-ci, 30% de son impôt sur le revenu, jusqu'à 1 million d'euros, pour les sommes qui sont investies dans les PME et dans les entreprises innovantes. Directement sur l'impôt? Directement sur l'impôt sur le revenu. Changeons de sujet et parlons de droit du travail. Est-ce que vous voulez assouplir le droit du travail existant? Les 3 réformes prioritaires que je veux faire dans les 100 premiers jours de mon quinquennat, si les Français me font confiance, c'est une réforme de la fiscalité des entreprises, une réforme du droit du travail et une réforme en termes de sécurité. Sur le droit du travail, je veux d'abord permettre aux entreprises de négocier avec leur personnel librement le temps de travail, en dehors de la contrainte des 35 heures qui est unique dans notre pays par rapport à tous nos compétiteurs. Mais je veux surtout créer un statut de travailleurs indépendants, de prestataires indépendants, qui s'adaptent parfaitement à la nouvelle économie, c'est-à-dire aux gens qui veulent créer leur propre business de façon simple et sans tomber dans les contraintes du salariat, qui sont des contraintes très lourdes dans notre pays. Donc il y aura un statut, un peu sur le modèle de ce que j'avais fait quand j'étais Premier ministre, d'auto-entrepreneur. Il y aura un statut de prestataire indépendant. Et ces prestataires indépendants pourront passer des contrats avec les entreprises, des contrats de durée maximum de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il ne sera pas possible de faire ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire de voir l'administration requalifier ces contrats de prestation en salariat. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 ans, honnêtement, un contrat de 3 ans avec un prestataire de service, c'est pas anormal qu'au bout de 3 ans, les entreprises aient envie de le remettre en cause. Ouais. Sinon, si c'est un contrat à durée, enfin, je veux dire, si une entreprise loue les services d'un prestataire de façon définitive, ça veut dire sans doute qu'à ce moment-là, il doit l'intégrer. Alors vous êtes peut-être au courant de toutes les polémiques qu'il peut y avoir, notamment aux États-Unis, sur le travail indépendant, sur les chauffeurs Uber, les livreurs Postmates, qui est l'équivalent de Deliveroo aux États-Unis. Beaucoup considèrent ça comme des travaux précaires. Certaines juridictions essaient de requalifier ça justement en contrat de travail à plein temps. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut mener à des abus en France également? Bien sûr, les abus, ils sont toujours, ça constitue toujours une menace et il faut un minimum de contrôle. Mais aujourd'hui, la question qui est posée en France, c'est comment sortir du chômage. Voilà, on a 6 millions de personnes qui ne travaillent pas. 6 millions de personnes. C'est à la fois un drame pour ces personnes, c'est un drame pour l'économie française en termes de consommation, en termes de croissance. Moi, ce que je veux, c'est redonner la possibilité à ces personnes de créer leur entreprise dans un cadre qui, en France, je vous rassure, ne sera jamais aussi ouvert et aussi libre qu'aux États-Unis. Il y aura toujours quelques contraintes, mais qui permettra, comme nous l'avons fait avec les auto-entrepreneurs, de créer son business dans des conditions qui soient des conditions simples et sûres, surtout en termes de sécurité juridique. D'accord. Et c'était un des thèmes forts, d'ailleurs, de la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, enfin, c'était dans mon programme aussi. Voilà. Les Français vous connaissent pour beaucoup comme l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et on a eu l'impression, avec ce qu'on a lu dans les médias, c'est qu'ils ont tendance à vous redécouvrir aujourd'hui. Pensez-vous que vous allez réussir à les séduire dans les mois qui nous séparent jusqu'à la présidentielle? En tout cas, je vais m'employer non pas à les séduire, parce que je ne pense pas que la politique, ça soit une question de séduction. Je vais m'employer à les convaincre.
à les convaincre que la seule façon de redresser l'économie française, c'est aujourd'hui de prendre des décisions radicales qui modifient de façon profonde notre système économique. Voilà. La France, c'est le pays qui a, grosso modo, les horaires de travail les plus bas et qui a les dépenses publiques les plus élevées. Bon, il ne faut pas avoir fait de très longues études pour comprendre que ça ne peut pas durer, que ça ne peut pas marcher. Et qu'il faut se remettre à un standard en termes de durée de travail et en termes de dépenses publiques qui permettent le développement de l'économie. Du coup, ça m'amène à la question qui fâche un peu. J'ai vu passer beaucoup de ministres. Certains séduisent plus que d'autres, arrivent à convaincre même plus que d'autres. Il y en a un qui a été extrêmement populaire dans la communauté de start-up ces dernières années, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes au CIS pour chasser sur les terres d'Emmanuel Macron? D'abord, ce n'est pas une question qui fâche. La compétition est une compétition naturelle. Emmanuel Macron a failli être membre de mon cabinet quand j'étais Premier ministre, donc c'est certainement quelqu'un de très très bien. Je suis venu au CES bien avant lui, parce que j'étais ici en 1999. Je crois faire partie des premiers responsables politiques qui ont amené des entreprises françaises au CES. Il s'agissait d'entreprises de la région des Pays de la Loire. Maintenant, dans le débat qui s'ouvre, il va falloir convaincre à partir de programmes et à partir de bilans. Bon. Moi, j'ai un bilan en matière, comment dirais-je, d'environnement favorable aux start-up et à l'économie numérique. C'est moi qui ai privatisé France Télécom et qui ai privatisé les télécoms en France contre les amis de M. Macron qui étaient hostiles. C'est moi qui ai mis en place le crédit impôt recherche tel qu'il existe aujourd'hui et qui a donné un oxygène considérable, notamment aux start-up, parce que sans crédit impôt recherche, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'auraient pas réussi à éclore. Donc, je veux dire, j'ai un passé, j'ai un bilan. C'est avec ce bilan que je viens devant les Français et un programme. Et mon programme, il a une caractéristique, c'est que je ne cherche pas à contourner les obstacles. Voilà. Quand je dis qu'il faut supprimer les 35 heures, on les supprime. Je ne dis pas qu'on va mettre en place un système de temps de travail variable en fonction de l'âge. Si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est ce que propose Emmanuel Macron. S'agissant de l'économie numérique, je ne dis pas aux start-up, on va vous créer un petit environnement spécial aux start-up dans l'économie numérique qui va être formidable, mais on ne va pas toucher aux 35 heures, on ne va pas toucher aux impôts, on ne va pas toucher au nombre d'emplois publics, à la dépense publique. Or, chacun voit bien qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans un effort de rationalisation de son organisation économique. Et donc, voilà, c'est le débat qui va avoir lieu. Ça va être un débat extrêmement, comment dirais-je, stimulant. Et je n'ai pas trop d'inquiétude sur ma capacité à convaincre les Français. D'accord. Et au niveau des mesures du quinquennat actuel, comme la French Tech par exemple, qui est une initiative gouvernementale à l'origine, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez prolonger? Bien sûr, mais il y a de très bonnes idées qu'il faut conserver. La French Tech, c'est une très belle idée. Mais je rappelle que la French Tech sans le crédit impôt recherche, la French Tech sans un certain nombre de mesures qui ont été prises déjà depuis longtemps pour permettre l'éclosion des start-up, il n'y aurait pas de start-up, ou en tout cas il y en aurait moins. Donc c'est voilà, cet ensemble-là qu'il faut conserver, et naturellement on conservera tout ce qui est favorable. Moi j'ai préparé mon programme en matière numérique avec une quarantaine de start-up et avec beaucoup de professionnels. Et c'est en les écoutant que j'ai construit avec eux un programme qui, je crois, répond à la demande qui est celle des hommes et des femmes qui veulent se développer et développer leur business dans le secteur numérique. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms dans ces soutiens dans l'univers des startups? On vous donnera la liste, mais c'est difficile d'en citer 40, voilà, comme ça. Mais on vous donnera la liste pour votre publication. D'accord. En 2016, on a vu qu'il y a eu le Brexit, l'élection de Donald Trump. Marine Le Pen se porte plutôt bien dans les sondages pour la présidentielle. Le sentiment anti-immigration, on a l'impression que c'est en train de prendre le monde occidental. Quelle va être votre politique migratoire? Ça va sans doute être un sujet essentiel pendant la campagne présidentielle. Et quelle est votre position là-dessus? Ça sera un sujet essentiel. Il y a à la fois une demande de sécurité de la part des habitants des pays européens et singulièrement de la France qui est l'objet depuis maintenant quelques années d'attaques extrêmement violentes. Et il faut que l'Europe s'organise pour lutter contre une menace
que je qualifie, moi, de façon très précise, que j'appelle le totalitarisme islamique. C'est-à-dire, il y a une nouvelle forme de totalitarisme qui est en train de constituer une menace pour la paix du monde, pas pour la France ou l'Europe seulement, pour la paix du monde. C'est des mots violents, tout ça, quand même. C'est la réalité, c'est-à-dire que dans la vie, il faut nommer les choses. Si on n'est pas capable de nommer les choses, parler de terrorisme, par exemple, c'est un raccourci. Le terrorisme, c'est un moyen d'action. Mais derrière ce terrorisme-là, il y a un projet politique qui est le fruit d'extrémistes. Ce n'est pas le fruit des musulmans, c'est le fruit d'extrémistes musulmans qui veulent instaurer un régime totalitaire. Et ce régime totalitaire, ils essaient de l'instaurer du Pakistan jusqu'au Nigeria. Il y a une très forte déstabilisation du Pakistan. L'Afghanistan, malgré près de 10 ans de guerre, est pas loin de retomber entre les mains des talibans. En tout cas, il y a des régions entières qui sont retombées entre les mains des talibans. La Syrie a été déstabilisée, l'Irak a été déstabilisé, le Liban est menacé, le Yémen est en guerre, la Libye est dans une situation de chaos. Ce phénomène descend à travers le Sahel en Afrique occidentale. Donc oui, c'est des termes forts, mais c'est des termes forts pour qualifier une réalité. Et face à cette réalité, il faut une réponse politique européenne, une réponse sécuritaire, une réponse en matière de défense, en matière de contrôle de l'immigration, qui doit être une réponse conforme aux droits de l'homme, conforme aux valeurs démocratiques, aux valeurs des sociétés démocratiques européennes, mais qui doivent résister et se défendre. Et alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont sur le territoire français avec un permis de séjour? Qu'est-ce qui va se passer pour des entrepreneurs qui veulent accueillir des ingénieurs étrangers? Il ne va rien se passer du tout. Ils vont continuer à les accueillir. Ça va être de la négociation à l'échelle européenne uniquement? Non, il s'agit de réguler les flux migratoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décider du nombre de personnes qu'on accueille sur le territoire et des qualifications, au fond, qu'on veut privilégier. Ça s'appelle une politique migratoire. Le Canada mène une politique migratoire. Les États-Unis ont une politique migratoire. La Grande-Bretagne a une politique migratoire. Donc on va essayer d'avoir une politique migratoire, parce qu'on a, au fond, jusqu'à maintenant rarement eu, ou vraiment, enfin, pas de façon vraiment construite. Ça ne changera rien pour le recrutement des cadres dont vous avez besoin, des personnes dont vous avez besoin. En revanche, ce qui doit changer, c'est la sécurisation des frontières européennes. Voilà. Quand on vient ici aux États-Unis, on passe 2 heures à l'aéroport au contrôle de sécurité, au contrôle de police. Bon, quand on rentre en Europe, pour l'instant, c'est un petit peu différent. C'est un peu lourd de passer 2 heures à la C'est ça aux États-Unis, non? C'est ce que j'ai vécu à chaque fois que je suis venu ici. Ah, il n'y a pas de fil spécial pour... Quand je viens en vacances, non. Ah, voilà. D'accord. Une dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. Vous l'avez un peu mentionné, mais j'aimerais revenir plus en détail là-dessus. Serez-vous, si vous êtes élu en 2017, serez-vous le président des startups ou le président des grands groupes du CAC 40? Ni l'un ni l'autre, parce que moi je veux être le président de l'économie française qui réussit, c'est-à-dire que je veux être le président des startups, je veux être le président qui permet aux startups de devenir des entreprises matures, et je veux dans certains cas être le président qui permet à des entreprises matures de devenir des grands groupes. Voilà. Et cette idée qu'il faut opposer en permanence les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est une idée absurde. La France est le pays en Europe qui a le plus grand nombre d'acteurs mondiaux parmi les pays européens. On ne va pas s'en excuser. Alors je sais que parfois, c'est de bon ton en France de dire tout le mal qu'on pense des grandes entreprises. Quand j'étais Premier ministre, il y avait toujours un moment difficile dans l'année, c'est le moment où Total publie ses résultats. On est tellement malheureux que Total gagne de l'argent qu'on ne sait pas comment gérer la communication. Ben moi, ce n'est pas ma position. Je suis très heureux que Total gagne de l'argent. Comment on change les mentalités? Je souhaite que Total investisse dans des startups, que Total permette à des entreprises de se développer. Voilà. Et ce qui manque aujourd'hui en France, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des grands groupes mondiaux qui n'ont pas trop de soucis pour se développer parce qu'au fond, ils se mettent en dehors des règles nationales françaises compte tenu de leur marché. Il y a des startups qui sont formidables. Et il manque l'échelon du milieu, c'est-à-dire la possibilité pour ces startups de se développer en France, de réussir. Pour ça, elles ont besoin de capitaux, donc elles ont besoin d'argent. Pour ça, il faut qu'il y ait une fiscalité qui soit adaptée. Elles ont besoin de règles en matière du droit du travail qui soient un petit peu plus souples. Et puis, elles ont besoin d'avoir un marché. Et pour avoir un marché, il faut un pays qui a une économie en croissance. François Fillon, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. Merci.